C'est un ouf de soulagement pour les riverains. Les ordures qui étaient entassées au marché d'Avaria depuis la semaine dernière ont été ramassées. La circulation est actuellement libre pour les véhicules et les piétons. Et puis jour J-5 en France, moins d'une semaine maintenant avant les législatives annoncées comme cruciales, on peut d'ores et déjà parler de déferlante macronienne donnée en tête du scrutin par les sondages. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce mardi. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Mener ces activités politiques à travers les contributions des militants, cela n'est pas fréquent chez nous. Pourtant, c'est avec cette stratégie que Bahouri compte renforcer ce qu'il considère comme combat de renouveau au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le vice-président contesté de l'UFDG vient de lancer une campagne de collecte de fonds dans ce sens. Le reportage de Mamadou Tanouba et Bouba Kamara. Bahouri a lancé une campagne de collecte de fonds pour le financement des actions du mouvement UFDG Renouveau avec Bahouri. Il dit avoir pris cette initiative pour faire participer les membres et sympathisants de son mouvement à l'autonomisation du parti. Pour notre indépendance, pour la pérennisation de l'action, pour que les équipes se mettent en place, il est souhaitable et sain que les membres, les militants, par 2000 francs ou 1000 francs ou 3000 francs ou plus pour ceux qui peuvent, soit par semaine, soit par mois, financent les activités. Ça permettra d'avoir une assise solide à travers un socle financier qui nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de sérénité pour préparer les échéances locales, pour aller au-delà par rapport à 2018 et 2020. Bahouri, pour justifier cette campagne de collecte de fonds, a évoqué, sans citer de nom, les 500 millions. Nous n'avons pas 500 millions par mois que nous pouvons attendre du budget public, non. Donc il faut demander aux premiers bénéficiaires de ce que nous sommes en train de faire, de soutenir cette action. Interrogé sur la sortie médiatique ratée du chef de l'État devant les étudiants au Palais du Peuple, Bahouri pense. Ils auraient dû briefer le président de la République pour savoir quelle réplique la plus adaptée qu'il aurait dû avoir pour ne pas être dans une certaine mesure surpris par la réaction de ses enfants. Bahouri est également revenu sur la lettre qu'il a adressée à la communauté Alpulaar récemment. Je leur ai donné ma part de vérité par rapport à un certain nombre de faits dont j'ai été témoin et parfois victime. Et là, je pense que ça fait progressivement le tour des choses. La note a été traduite en pulaar pour que les personnes de cet âge qui savent lire, écrire avec les caractères arabes en pulaar puissent apprendre par eux-mêmes ma part de vérité. Le vice-président en conflit avec l'UFDG s'est également prononcé sur le code civil guinéen qui a été pour une nouvelle fois retiré de la table des parlementaires. Interrogé sur le sujet du nouveau code civil récemment retiré du chronogramme de la session des lois en cours à l'Assemblée nationale, Bahouri a laissé entendre qu'il s'agit d'une question comportant des aspects complexes dont l'examen demande une réflexion mûrie. Suivi. C'est un sujet d'une extrême complexité parce que vous avez affaire à deux modes de vie qui s'entrechoquent, parfois même deviennent concurrents. Et l'organisation de la vie familiale, sur le plan des principes religieux, c'est une chose, sur le plan des principes républicains dans le cadre de l'État laïque, est perçu autrement. Donc, où se trouve l'équilibre? Ce sont des questions fondamentales où il n'est pas facile d'y apporter une réponse toute faite. C'est extrêmement sensible parce que c'est un mode de vie. Ce sont des façons de vivre qui sont codifiées et qui parfois ne peuvent ne pas refléter la vie quotidienne, le substrat culturel des populations pour lesquelles ces codes sont mis en avant.
La chaîne de montagnes d'ordures de Medina Avaria a totalement disparu. Ces ordures ont été ramassées après le passage samedi dernier de l'une de nos équipes de reportage. La circulation est donc redevenue normale sur la route secondaire qui relie Avaria à Pont de Medina ou Medina Kokobungi. Le reportage d'Ansbaï Le Baldi et Abdoulaye Kita. Après notre reportage samedi dernier montrant la présence des ordures au marché d'Avaria sur la route secondaire côté autoroute, le constat révèle ce mardi que le message est tombé dans de bonnes oreilles, puisque les saletés qui étaient entassées de ce côté sont ramassées. Si avant, la circulation des véhicules et des piétons était réduite à cause des ordures, de nos jours, elle est devenue normale, même si on constate encore des embouteillages à certains endroits. En tout cas, la circulation est libre actuellement après le ramassage des immondices qui s'y trouvaient. Même les trous qui servaient de passage pour certains vendeurs et clients au niveau des antivols érigés de ce côté sont pour l'heure fermés. Ce qui empêche les contrevenants qui se frayaient de chemin à travers ce passage interdit d'emprunter désormais le pont pour rallier les deux côtés de la route et du marché. En attendant le retour éventuel des ordures sur ces lieux, vendeurs, clients et passants peuvent librement respirer un peu de l'air plus ou moins pur. Il faut tout de même noter que malgré les efforts louables de ceux qui font le ramassage des ordures, beaucoup reste encore à faire, puisque beaucoup d'endroits sont toujours envahis par des immondices. Le cas du marché de Matoto en est une preuve. En Subello, si les ordures du marché Avaria sont ramassées, il faut dire qu'à Matoto marché, la situation est plus que préoccupante. Les femmes vendeuses de cet autre centre d'échange vivent côte à côte avec des déchets parfois mélangés de la boue d'une putréfaction poussée. Justine Tonkino et Bouba Kamara y ont fait un tour. Suivez le reportage. Des montagnes d'ordures, des eaux stagnantes, la boue ça et là, une odeur nauséabonde, c'est l'état physique du marché Matoto en ces débuts de la saison hivernale. Commerçants et clients sont conscients de l'état piteux de ce centre d'affaires, l'un des plus grands de Conakry. Mais malgré tout, ils continuent à s'y donner rendez-vous. Yawa Tolno est vendeuse au marché Matoto. Nous sommes inquiètes avec ces ordures. Nous passons la journée à vendre ici avec chenilles sous nos pieds. Nous souffrons énormément. Nous vendons ici pour avoir le quotidien de nos enfants au risque même des maladies. Mais nous n'avons pas le choix. Nous demandons au gouvernement de ramasser ces ordures pour nous. Nous ne sommes qu'au début de l'hivernage. Déjà, les ordures jonchent la bordure de route et les eaux de ruissellement ont pour direction sous les paniers des vendeuses et sur la chaussée. Cette vendeuse de piment préfère étaler sa marchandise dans cet espace qui nuit à la santé de la population. Nous passons presque toute la journée assises sur les ruissellements d'eau provenant des latrines. Nous sommes exposés à beaucoup de maladies. On paye les impôts pour le ramassage des ordures, mais jamais cela n'est réalisé ici. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Cet autre citoyen rencontré a dénoncé le comportement de ceux qui jettent des ordures sur les places publiques avant de lancer un appel aux autorités compétentes. Les ordures que vous voyez sur les chaussées viennent souvent du quartier. C'est-à-dire des jeunes du quartier ne savent pas où déposer. Ils déposent des ordures dans les caniveaux. Quand il y a la pluie, l'eau draine ces ordures là vers les grandes routes. Et généralement, c'est ce que vous voyez ici. Ce n'est pas seulement les ordures qui découlent du marché, mais ça vient du quartier aussi. C'est ce que nous allons dire au gouvernement. Une fois que les ordures sont entassées sur les chaussées, les responsables qui sont chargés de ramasser ces ordures-là doivent venir les ramasser. S'ils ne les ramassent pas à temps, d'autres personnes mal intentionnées viendront déposer les ordures sur les chaussées même pour empêcher, pour saboter, je ne sais pas quoi. À quand la fin des montagnes d'ordures à Conakry? La question reste entière. En Afrique, la crise de confiance a atteint son plus haut niveau au Zimbabwe et c'est tout le secteur financier qui est concerné. Une précarité qui dure depuis un an. Pour avoir des liquidités, certains Zimbabwéens sont obligés parfois de camper devant des banques toute la nuit. Suivez. Ces habitants de Harare vont passer la nuit dehors, devant la banque.
C'est le seul moyen pour retirer un peu d'argent à l'ouverture le lendemain matin. La situation est terrible, nous devons affronter le froid. Nous n'avons pas d'autre choix que de dormir ici à la banque, dans l'espoir d'obtenir de l'argent dans la matinée. Une fois devant le guichet, ils ne pourront retirer que 50 $, retrait maximal quotidien autorisé. Comment puis-je payer les frais scolaires, le loyer, nourrir ma famille avec 50 $? Ceux qui n'ont pas dormi devant les banques devront attendre dans les files qui s'allongent sur plusieurs blocs d'immeubles. Des heures de patience, sans assurance d'avoir des billets. Les banques ferment à 15 heures. Cela fait maintenant 1 an que le Zimbabwe fait face à une pénurie de liquidités. En décembre dernier, pour tenter de réguler le commerce, la Banque centrale du Zimbabwe avait émis des coupures d'une nouvelle monnaie, censée valoir leur équivalent en dollars. Une production de 10 millions de $. Mais depuis, rien n'a vraiment changé. La crise est essentiellement une crise de confiance dans l'économie en général et le secteur financier, les banques en particulier. Et cela se traduit par la pénurie de dépôts au niveau du système. Le problème du Zimbabwe, c'est le terrible déficit de sa balance commerciale. Et avec la chute des matières premières et la sécheresse de cette année, les exportations ont dégringolé, réduisant encore l'entrée de liquidités venant de l'étranger. En interactualité législative en France, le mouvement d'Emmanuel va encore l'emporter haut la main. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé à 5 jours de ce scrutin jugé crucial pour les observateurs de la politique hexagonale. Le président français, avec son nouveau mouvement, son mouvement de République en marche, ça pourrait donner une déferlante macronienne. Reportage. Il faut bien l'avouer, c'est un vote que l'on regarde d'un peu loin en France depuis le premier du genre en 2012. Jamais pourtant les 11 circonscriptions des Français de l'étranger auront retenu l'attention comme cette fois. Samedi et dimanche, près d'1 300 000 électeurs français étaient appelés à voter avec une semaine d'avance sur la métropole pour les élections législatives, comme ici à l'ambassade de France à Santiago du Chili. Un électorat qui a voté majoritairement pour Emmanuel Macron à la présidentielle et qui confirme pour l'élection des députés. La République en marche arrive en effet en tête dans 10 circonscriptions sur 11, avec certains candidats à plus de 50%. Les commentateurs parlent même déjà d'une vague en marche. Ce qu'on voit là du côté des Français de l'étranger, c'est ce qu'on appelle une vague. Une vague, c'est tout simple en politique. C'est quand les rapports de force locaux ou personnels sont balayés par les enjeux nationaux. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Le bémol pour les circonscriptions des Français de l'étranger, c'est que d'abord ce sont des circonscriptions qui avaient porté Emmanuel Macron très fort à la présidentielle. Et puis ce sont des gens qui sont plus sensibles que les autres, que les électeurs de France, par exemple, à son action sur la scène internationale qui a été très puissante, notamment dans son bras de fer avec Donald Trump. La vraie question, c'est de savoir si les Français de France vont suivre le même chemin. Ils peuvent aussi encore choisir de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, parce qu'ils sont plus sensibles aux sujets sociaux que le sont les électeurs français de l'étranger. Donc on va dire que c'est très encourageant pour Emmanuel Macron, mais qu'il faut quand même attendre dimanche prochain avant de vendre la peau de l'ours. Un vote très défavorable aux sortants de droite comme de gauche. Dans la première circonscription, celle d'Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre des Républicains est largement distancé par Roland Lescure en marche. Idem pour Thierry Mariani dans la 11e, Asie-Russie, ou Alain Marceau dans la 10e zone Moyen-Orient-Afrique. Ici, la candidate d'En Marche dépasse les 60%. C'est mal parti aussi pour l'ex-secrétaire d'État Axel Lemaire, candidate du Parti socialiste en Europe du Nord. Elle est créditée de 9,83% des voix contre 57,80% pour En Marche. Malgré ces scores, au-delà des 50%, il y aura un deuxième tour dans toutes les circonscriptions. En cause, la très faible participation, 19,21%, inférieure au nombre d'inscrits, 25%. À noter aussi des réclamations de candidats, notamment dans la circonscription Amérique du Nord, sur le vote par correspondance qui n'aurait pas bien fonctionné. Le premier tour des législatives en métropole et France d'outre-mer aura lieu dimanche 11 juin, avant le deuxième tour, les 16, 17 et 18 juin, tous bureaux de vote confondus.
Pour terminer, on le surnommait le papa préféré de l'Amérique, mais il est confronté aujourd'hui à un véritable scandale sexuel qui fait écho depuis les plateaux télé jusque dans les salles d'audience. À 79 ans, Bill Cosby est accusé d'agression sexuelle par une soixantaine de femmes, mais une seule a pu le faire venir en justice. Pour le reste, les faits sont prescrits. Autrement dit, le délai requis pour intenter une action contre lui est arrivé à expiration. C'est au bras d'une actrice, celle qui jouait sa plus jeune fille dans la série qui fut sa gloire, que Bill Cosby est arrivé au tribunal. Mais fini aujourd'hui l'image du bon père de famille qu'il jouait dans The Cosby Show. C'est aujourd'hui un prédateur sexuel présumé qui fait face à la justice lundi. Le comédien et créateur de la célèbre sitcom est accusé d'agression sexuelle. Je ne prends pas ces accusations à la légère, je ne tolère aucune agression sexuelle sous quelque forme que ce soit. Mais je suis venue en soutien parce que c'est ici que vous entendez les faits et que la vérité est dite. Plusieurs femmes, une soixantaine, ont accusé ces dernières années Bill Cosby. En 2015, certaines d'entre elles faisaient la une du New York Magazine. Mais une seule a échappé à la prescription pénale des faits. Une Canadienne, Andrea Constant, que Bill Cosby aurait agressé sexuellement en 2004. L'accusé a reconnu lui avoir donné de l'alcool et des pilules, et puis de s'être livré ensuite à des attouchements. Il nie en revanche l'agression. Hier, le jury a entendu une autre victime présumée citée comme témoin qui a fait état du même scénario, alcool, drogue, puis agression. Plusieurs d'entre elles étaient d'ailleurs présentes en ce premier jour d'audience. Je pense que même s'il n'était pas déclaré coupable, cela montrerait quand même que la justice a tendance à protéger les prédateurs, pas les victimes. Présenté comme un manipulateur jouant de sa notoriété pour prendre ses victimes au piège, l'acteur de 79 ans voit sa réputation et sa carrière de près d'un demi-siècle considérablement ternies. Ce procès devrait durer 2 semaines. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison d'au moins 10 ans. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se retrouve vendredi pour d'autres informations. D'ici là, passez une excellente suite de programmes sur la Télémontagne.